Allez, Bon, c'est c'est bon. reparti. Donc, je vais commencer par faire une petite intro pour contextualiser un petit peu la discussion. Donc, ça fait déjà un petit moment en fait qu'une question a pris de plus en plus de place dans le débat public, et cette question, c'est le rôle et la nature des médias. La partialité et l'objectivité des médias ont profondément été remises en cause par la population à diverses reprises, et notamment pendant les Gilets jaunes, quand en fait des médias dominants tels que des chaînes d'infos en continu comme BFM TV ou LCI ont été au cœur des critiques des manifestants, qui les ont accusés de donner une image du mouvement sensationnaliste et erronée, montrant par là de quel côté ils se situaient. Il est devenu de plus en plus évident de quel côté se situaient les grands médias, et ce constat-là, il est encore plus frappant quand on regarde la concentration des médias dans les mains des milliardaires, puisque 90% des quotidiens nationaux qui sont vendus quotidiennement appartiennent à 10 grands milliardaires, parmi lesquels Bernard Arnault, Serge Dassault, François Pinault, Patrick Drahi ou encore Vincent Bolloré. Et cette amitié entre les dirigeants des grands médias et le gouvernement, elle est aussi devenue de plus en plus claire, ainsi que le rôle des grands médias dans la fabrication de ce qu'on appelle l'opinion publique. Cette question, plus récemment, elle a été remise sur le devant de la scène pendant les présidentielles, avec bien sûr le rôle de Bolloré dans l'émergence du phénomène Zemmour et la banalisation des idées racistes et d'extrême droite. Cette remise en cause et cette critique des médias dominants, elle va de pair avec un deuxième phénomène, un renouveau médiatique, et notamment du côté de l'extrême gauche. Sur les réseaux sociaux, des comptes comme Cerveau non disponible, mais aussi des médias comme Contre-Attaque, anciennement Nantes Révoltée, Mediapart, Rapport de Force, Frustration Magazine, ou des médias vidéo comme XY Média, Le Média ou encore Blast, tous ces médias sont des médias de dénonciation en premier lieu et revendiquent pour la plupart la dénonciation de toutes les formes d'oppression sous le capitalisme et de faire connaître les luttes. Enfin, cette remise en cause des grands médias et ce renouveau médiatique ne peuvent pas être compris sans évoquer et parler de ce qui constitue la lame de fond de ces deux phénomènes, un renouveau de la lutte des classes, puisque depuis 2016, on n'a pas passé une année sans mouvement social, entre la loi travail, les gilets jaunes, Parcoursup, la réforme des retraites, la loi sécurité globale, Black Lives Matter, les marches pour le climat, les marches contre les violences sexistes et sexuelles, etc. Dans ce contexte, on peut se demander, et c'est la question qui nous rassemble aujourd'hui, quel est le rôle des médias dans la lutte des classes et comment agir pour en faire des outils adéquats au service de nos luttes. Je vais laisser d'abord les intervenants se présenter et présenter leurs médias avant de passer à la discussion et aux questions. Donc, Paul, si tu veux commencer, ou dans le sens inverse, comme vous voulez. Vas-y, Eugénie. Bonjour, ça marche? Ça marche, faut juste que tu parles dedans. Ok, bonjour, c'est bon, ouais. Donc merci pour l'invitation. Je suis rédactrice en chef adjointe de Frustration Magazine, je m'appelle Eugénie. On est donc un média en ligne, indépendant, financé par ses abonnés. On a à cœur de documenter la lutte des classes, tous les systèmes d'oppression, le patriarcat, le colonialisme, et voilà. On est un média qui se revendique anticapitaliste. On est 100% en ligne pour le moment. On a été en fait un magazine papier pendant des années et on est repassé en ligne entièrement en ligne en 2018. On a un peu agrandi notre comité de rédaction. Maintenant on est 6 et on travaille, on est 3 à mi-temps sur ce journal. On est encore on est en train de se professionnaliser, mais on est au début de notre professionnalisation, donc on a lancé tout un système d'abonnement pour pouvoir vivre de ce média et en fait le développer, parce qu'on pense que c'est nécessaire d'avoir cette parole-là aujourd'hui dans ce que tu as dit, Irène, cette espèce de magma d'extrême droite médiatique. Donc je suis en tout cas très contente d'être là et merci encore pour l'invitation. Du coup, est-ce que ça marche? Vraiment, je Ouais. vous assure que ça marche, il faut simplement que vous parliez. Ok. Bah, Ça marche. Du coup, je m'appelle Sacha, je travaille dans XY Media. C'est la première fois que je suis invité à un événement de Révolution Permanente. Très content d'être là. XY Media, c'est un média transféministe qui a été fondé il y a 1 an et demi
dans une vague de morts, des assassinats et des suicides des personnes trans, notamment des femmes trans. Et ça a émergé comme un projet d'autodéfense médiatique face à la vague réactionnaire qu'on voit dans les médias en France. Donc je pense que personne l'ignore dans cette salle, cette vague-là. Et donc le principe, c'est que c'est un média transféministe donc, qui propose une lecture transféministe de l'actualité et qui est audiovisuel parce qu'on voulait faire des formats qui nécessitent moins d'écriture et qui peuvent être plus accessibles aussi même, par exemple, les personnes trans qui n'ont pas fait d'études, qui ne sont pas chercheurs, qui ne sont pas universitaires. Et donc le principe, c'est de donner la voix à une communauté opprimée et parler aussi des différentes oppressions, parler aussi des conditions matérielles d'existence des personnes trans, des personnes LGBT, ce qui est un discours qui peut être souvent à la marge de la communauté LGBT, et parler aussi du capitalisme, parler de la crise climatique. Donc, bref, on va partir du principe que ce sont des personnes trans qui parlent, mais elles parlent de tous les sujets, puisque tous les sujets les concernent, parce que du coup, elles sont membres de cette société pourrie tout autant que les autres. Du coup, voilà, c'est un peu le principe. Et du coup, moi, c'est Paul. Donc, je suis membre du comité de rédaction de Révolution Permanente, que vous connaissez peut-être. Révolution Permanente, du coup, c'est un quotidien d'actualité en ligne qui a été lancé en 2015 avec l'idée de proposer un regard sur l'actualité avec un point de vue très affirmé d'extrême gauche, marxiste, révolutionnaire, un point de vue de classe. Donc voilà, c'est la tâche qu'on s'est donnée depuis 2015. C'est aussi un média qui se pense comme un outil pour visibiliser toutes les luttes, la lutte contre le capitalisme, les luttes du mouvement ouvrier, mais également les luttes contre l'ensemble des oppressions. Et puis évidemment, c'est le média d'une organisation, donc c'est aussi un média qui a vocation de dialoguer, de discuter avec ces luttes, de discuter de la stratégie pour gagner, de ce qui fait que parfois elles perdent, et puis aussi tout ça avec toujours une volonté de donner la parole aussi aux acteurs de ces luttes, d'être sur le terrain, au plus près des grèves, des piquets, des manifestations, etc. Et puis pour finir, Révolution Permanente, peut-être la spécificité, je l'ai dit, c'est le média d'une organisation politique. Et donc nous, on le conçoit aussi comme un outil dans la construction d'une organisation révolutionnaire et comme un outil d'intervention dans les luttes et dans les recompositions politiques, et notamment la recomposition d'une extrême gauche révolutionnaire qui intervient dans tous ces combats que je viens de mentionner. Voilà. Super. Alors, pour commencer, j'aurais aimé vous entendre sur une première question qui est la question de la bataille idéologique. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on envisage la question des médias. Et c'est une de vos activités, il me semble. Par exemple, Frustration Magazine, vous écrivez souvent des articles de désintox. Est-ce que c'est comme ça que vous envisagez votre rôle de journaliste et le rôle de votre média ? Ouais, alors oui, effectivement, ce qui est très déterminant dans notre ligne éditoriale, c'est en fait le rapport au langage et le rapport aux termes en fait qui sont habités et en fait dont le sens est défini par en fait une classe dominante qui est la classe capitaliste et bourgeoise qui va investir des termes pour leur donner un sens qui va représenter en fait tout un ensemble de valeurs bourgeoises et capitalistes. Donc on se positionne voilà, contre le sens que donne la bourgeoisie à des termes qui sont maintenant passés dans le langage commun, qui forgent en fait l'opinion publique. Donc effectivement, la bataille idéologique, déjà, elle se joue sur le rapport au langage. Par exemple, les valeurs bourgeoises vont réinvestir le sens du terme prise de risque, par exemple. On va dire les entrepreneurs prennent des risques. Donc ça, c'est ce qu'on va entendre à longueur de journée dans tous les médias dominants, parce que c'est un terme commun qu'on entend tout le temps. Et en fait, nous, on va essayer de déconstruire en fait, ces termes-là, d'essayer d'en montrer la charge politique, en fait, de déconstruire ces termes, de les recontextualiser pour en fait montrer qu'on peut se réapproprier aussi des termes, que
le rôle d'un média est aussi voilà, de réinvestir une charge politique dans des termes qui sont en fait dévoyés, enfin, sortis de leur sens ou qui sont voilà, utilisés politiquement par la classe bourgeoise et capitaliste. Donc ça, on va du coup se positionner sur vraiment, enfin, beaucoup sur ce rapport-là, sachant que les médias dominants en fait entretiennent beaucoup cette idéologie dominante et la légitiment en fait en faisant passer les termes comme neutres et comme objectifs. On a aussi un grand combat sur le mythe de la neutralité journalistique et de l'objectivité journalistique, puisque c'est une légende que les journalistes, les journalistes des médias dominants aiment se raconter, qui n'ont pas de point de vue, qui sont neutres, qui sont factuellement complètement hors de leur sujet d'étude. Or, nous, on assume en fait un point de vue de classe, un point de vue situé. On veut montrer que tout le monde a un point de vue situé et que même les médias dominants, même si ils ont fait des études, nous, on n'a pas de formation de journaliste, c'est important de le préciser. On assume ce point de vue de classe et ce point de vue situé dans notre travail. Donc on se bat contre le mythe de la neutralité, les termes bourgeois qui un peu empoisonnent et nous en fait qu'on a intériorisé tellement tôt qu'en fait parfois on se rend plus compte que ça forge aussi notre représentation du monde. Donc c'est un grand facteur, en tout cas c'est déterminant dans la détermination de notre ligne éditoriale. Je ne sais pas si c'était clair, mon histoire de prise de risque, c'est en fait c'est un terme qu'on a par exemple évoqué dans le livre qui est sorti il y a quelques années, il y a 2 ans, La guerre des mots. Donc c'est notre rédacteur en chef qui l'a sorti avec l'ex-rédacteur en chef, Nicolas Framont et Céline Derkaoui. Et par exemple, la prise de risque, c'est un terme que Macron, par exemple, va utiliser tout le temps pour parler des entrepreneurs. Or, il faut quand même se rappeler que la plupart des entrepreneurs qui prennent des risques selon la définition bourgeoise, en fait, sont les personnes qui prennent le moins de risques en fait, dans toute dans l'entreprise, puisqu'ils ont un capital financier qui permet en fait que la prise de risque soit vraiment minime, et qu'en fait les personnes qui prennent vraiment des risques, on ne les définit pas comme telles, mais ce sont les personnes qui justement n'ont que leur force de travail pour vivre, il faut quand même juste remettre en contexte les termes qui sont utilisés et déconstruire ces notions-là qui sont en fait qui créent des représentations et ce sont des représentations qui ensuite créent de l'action politique ou pas. Donc c'est aussi en vue d'encourager, en tout cas d'entraîner à l'action politique, qu'on a besoin d'une réappropriation du langage. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si Sacha ou Paul voulaient rebondir. Est-ce que tu peux juste répéter la question? À propos de la bataille idéologique, souvent c'est comme ça qu'on envisage la question des médias. Je sais que par exemple, avec XY Média, vous avez récemment sorti un documentaire en collaboration avec le collectif féministe Toutes des femmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette question de la bataille idéologique, si c'est comme ça que vous l'envisagez? Ouais, juste pour partir un peu des bases, c'est juste quand on crée le média en tant que personne trans, en fait, je pense qu'on avait beaucoup plus de chemin à faire que par exemple un média lambda avec un prisme anticapitaliste qui commence à aborder des questions, parce qu'en fait, on était dans un champ médiatique où les voix des personnes trans étaient complètement absentes et la seule chose qu'on avait, sont des chercheuses trans comme Karine Spinera et Maudie Ostoma qui ont fait des études des médias et qui ont fait des études de représentation, genre c'est quoi la représentation des personnes trans dans les médias à la fois en France et à l'international. Du coup, on avait seulement ça pour appui et on avait une bataille à mener sur
les représentations des personnes trans et les différentes paniques morales que les médias montent et alimentent autour du monde. Par exemple, je pense que c'est une vraie bataille politique parce que même des mouvements militants assez marginaux qui sont vraiment très minuscules comme les mouvements TERF, etc., ils ont un reflet disproportionné par rapport à leur taille dans les médias dominants, dans les colonnes des communistes réactionnaires, etc., dans les journaux réactionnaires en France, par exemple, c'est Le Figaro, Le Point, Marianne, etc. Et en fait, il y a tout un tas d'idées à l'égard des personnes LGBT, à l'égard des personnes trans qu'ils ont réussi à faire véhiculer dans les médias, et ce sont des idées qui ensuite infusent dans la société et qui mènent à des projets législatifs, qui mènent à des reculs de droits. Et donc, en fait, quand on commençait les médias, on devait essayer de contredire tout ce qui a été dit sur les personnes trans et LGBT, et essayer de créer des contre-discours mener une bataille contre les discours transphobes, contre les paniques morales qui assimilent les personnes trans et LGBT, je ne sais pas, par exemple, aux pédophiles, qui essayent de créer un intérêt dans la société pour réprimer des personnes trans, pour les priver de leurs droits. Donc pour nous, la question, elle se positionne d'abord comme ça, c'est réhumaniser des personnes trans, débarrasser les représentations des personnes trans des stéréotypes, des choses très nocives pour la compréhension de ces questions. Et ensuite, par la suite, on parle aussi du principe que on est un média militant avec un point de vue pareil situé, qu'on rejette la neutralité journalistique, qu'on rejette même que quelque part ailleurs cette neutralité journalistique peut exister, parce qu'on sait que par exemple le fait que la communauté trans et LGBT a été autant dénigrée et attaquée dans les médias, c'est purement idéologique, c'est politique, et on ne pense pas que c'est neutre et objectif ce qui a été accompli. Je pense qu'on considère les journalistes qui ont contribué à ça comme des militants réactionnaires, et nous on essaye au contraire imposer des mots d'ordre progressistes qui sont militants, et donc la première chose c'est réhumaniser les personnes trans, et ensuite c'est penser sous quelles conditions l'émancipation des personnes trans et LGBT serait possible, et c'est là où on commence plus à rejoindre les médias anticapitalistes, les médias de lutte, en se disant que par exemple juste la bonne représentation médiatique et culturelle des personnes trans ne suffit pas du tout face à la montée de l'extrême droite, face à toutes les inégalités matérielles qui sont creusées entre les personnes trans et les personnes cis au cours des décennies, que en fait juste avoir une bonne image des personnes trans dans les médias, ça ne va pas aider des personnes qui sont sans logement, sans accès aux soins, sans accès aux choses super basiques comme l'alimentation, etc. Et c'est là où on commence à avoir vraiment un penchant très idéologique et militant, c'est penser l'émancipation et commencer aussi à batailler pas seulement les discours dominants sur les personnes trans, donc les discours transphobes, mais aussi les discours qu'on peut entendre dans la sphère queer, dans la sphère LGBT et la sphère trans, qui proposent des voies plus restreintes, avec des conceptions libérales, limitées, pas très avancées politiquement. Et donc on a une double bataille qu'on mène sur ces questions, et aussi sur le fait que par exemple dans la communauté LGBT, par exemple, on peut parfois être un peu isolé d'autres luttes et ne pas prendre en compte d'autres oppressions, ne pas prendre en compte aussi la lutte contre le capitalisme. Et donc pour nous, voilà, la bataille idéologique elle se situe sur plusieurs plans, et il y a plusieurs déclinaisons différentes. Voilà, je ne sais pas si ça répond à tout. Oui, bien sûr. Paul, tu veux rajouter un truc? Oui, non, mais bon, je pense qu'on partage beaucoup de conception, en tout cas sur la question de cette bataille idéologique. C'est clair que dans un moment quand même d'ascension de la lutte de classe et dans un moment de crise, je veux dire redoublé depuis 2008, on a un double phénomène où à la fois les médias, on va dire, sont de plus en plus réacs et leur position
s'affirment de plus en plus, leur point de vue d'une certaine manière, et l'objectivité en partie elle tombe un peu toute seule. Quand on regarde le traitement notamment des mouvements sociaux, de la lutte de classe, si on se rappelle par exemple de la fameuse affaire du DRH d'Air France et de la chemise arrachée, vous voyez ce genre de panique morale de la bourgeoisie qui est une composante essentielle quand même de l'activité des médias bourgeois aujourd'hui. Et donc je pense que ça joue un rôle de révélateur important. Mais peut-être l'autre élément que je voulais ajouter par rapport à ce qui a été dit, et je pense que c'est important pour envisager la bataille politique, je pense que la bataille idéologique, elle est importante aussi parce qu'il y a une décomposition quand même de l'hégémonie de ces médias, qu'il y a une crise de confiance énorme dans les médias, que les gilets jaunes exprimaient, mais qu'on peut entendre voilà, au quotidien, au sein de notre classe, qu'il y a quand même un doute, je veux dire, à force de prendre parti de façon très claire pour les bourgeois, pour les riches, etc., il y a quand même une désaffection et j'ai l'impression que c'est un peu cette décomposition aussi qui ouvre la possibilité pour des médias comme nous de faire ce travail de bataille idéologique qui est toujours nécessaire, mais qui là en plus peut participer à des recompositions aussi idéologiques. Je veux dire, les gens ne croient plus dans certains partis, ne croient plus dans certaines idées, ne croient plus pour toute une partie à la démocratie. Et que nous, du coup, j'ai l'impression que notre rôle, c'est à la fois de participer à ce mouvement de déconstruction de l'hégémonie bourgeoise, de déconstruction des paniques morales dans le sens que disait Sacha, etc., mais aussi de participer à une bataille pour la reconstruction sur un autre terrain, avec un autre point de vue, avec une autre conception. Et je pense que c'est une richesse énorme d'avoir des médias qui parlent de classe, qui parlent de capitalisme, qui parlent de démocratie bourgeoise, qui parlent de force de répression et pas de force de l'ordre, etc., et qui mènent une bataille sur ce terrain-là. Donc ouais, ça me paraît être une question très intéressante. Et ce que je trouvais aussi intéressante, c'est que dans ce que disaient les camarades, et notamment dans ce que tu disais Sacha à la fin, c'est qu'effectivement cette bataille idéologique, c'est pas une bataille dans le ciel des idées, c'est aussi une bataille qui se lie à des luttes existantes et qui essaye de les armer idéologiquement. Et nous, c'est vrai qu'on est influencé par la tradition de la Troisième Internationale, du marxisme révolutionnaire avant la stalinisation, où les journaux, c'est un outil central, que ce soit pour Lénine ou que ce soit pour Gramsci, pour créer une nouvelle opinion publique, mais aussi pour armer concrètement les gens dans les luttes et participer comme ça à des recompositions qui sont un point d'appui, je pense, important pour les luttes. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement, je pense, un renouveau médiatique d'extrême gauche qui est très intéressant et qui est un symptôme important. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes a été, de ce point de vue-là, un vrai moment clé à partir duquel on a vu émerger pas mal de nouveaux projets. Et voilà, je pense qu'effectivement, cette bataille idéologique, elle est centrale, et c'est central aussi de la concevoir comme une bataille aussi matérielle contre un État, contre des forces sociales, et au service d'autres forces sociales, et notamment Eugénie parlait de la classe ouvrière, et c'est une question centrale. Moi, je voudrais juste ajouter, si possible, Charles, que cette crise d'hégémonie des médias dominants, tels que les médias de télévision, les grands médias de presse, etc., ça ouvre une brèche pour nous, certes, mais j'ai l'impression que ça mène aussi à une recomposition médiatique. Par exemple, il y a toute une grande émergence des influenceurs d'information, tels que Hugo de Crypte et d'autres, qui ont fait des interviews pour la présidentielle, par exemple, qui ont cumulé des millions et des millions de vues. Et c'était un vrai rendez-vous pour les candidats à la présidentielle. Il y a aussi ça a ouvert la brèche aussi pour des sources purement complotistes ou genre des médias d'extrême droite qui opèrent principalement sur les réseaux sociaux, mais qui ne se revendiquent pas ouvertement en tant que tel. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, le média auquel participe Ben Shapiro aux États-Unis, il me semble que c'est Daily Caller, c'est un des médias les plus lus à travers Facebook. Et donc,
en même temps, il y a une crise d'hégémonie des médias dominants classiques à la télévision, et en même temps, on voit qu'à travers les réseaux sociaux, grâce aux algorithmes c'est aussi les réseaux sociaux qui poussent ce contenu réactionnaire dans les feeds, dans les feeds des gens. Il y a il y a une brèche pour nous, mais il y a une brèche aussi pour tout un tas d'autres réactionnaires, pour les influenceurs qui aussi, comme Hugo Decrypt, prétendent avoir une neutralité journalistique, objectivité, etc., mais pour en fait véhiculer tout un tas de vieilles idées pourries, mais derrière une façade d'une personne jeune qui est relatable, qui a l'âge de son audience et qui incarne quelque chose, qui incarne en tant qu'individu quelque chose. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est d'autant plus notre devoir pour des militants, pour des gens qui sont gagnés soit à la lutte contre les oppressions, soit à la lutte révolutionnaire, d'investir ces espaces voilà, pour contrer l'influence de ces nouveaux influenceurs qui mènent les gens vers le même endroit que les médias dominants classiques. Eugénie, peut-être que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, en fait, ce que vous dites, c'est vrai que ça fait vraiment, enfin, ça fait écho en fait au fait qu'aujourd'hui, on peut plus vraiment parler de médias sans parler des réseaux sociaux, parce qu'en fait, il y a une intrication assez extrême entre les discours des médias et en fait ce qui se passe sur les réseaux sociaux. En fait, moi, je suis pas du tout spécialiste des réseaux sociaux, mais moi, ce qui me frappe, c'est vraiment la surmédiatisation et la survisibilisation des discours médiatiques d'extrême droite sur les réseaux. Donc en fait, qui se font en fait un relais assez catastrophique de discours et de ce qu'on appelle du coup de buzz médiatiques qui prennent des proportions effectivement énormes. Et ce que tu disais, Sacha, sur le fait qu'il y a une brèche aussi qui s'ouvre pour les discours et les personnalités d'extrême droite est assez inquiétante. Donc la bataille se joue aussi finalement sur la visibilité algorithmique, si je peux dire comme ça, mais on a en fait tout intérêt à jouer en fait de ces codes-là aussi pour prendre une place dans ces espaces-là qui sont en fait, sachant que y a plus la télé est devenue effectivement un canal un peu restreint à un certain public, et qu'en fait plein de notre public, en tout cas je crois que c'est le cas pour vous aussi, nous est sur les réseaux sociaux et s'alimente et s'informe via les réseaux sociaux. Donc il y a aussi un enjeu en fait à dégager la fachosphère quoi, aussi via Internet. Quoi. Je veux bien, oui. Non, je veux bien rebondir sur ce qui a été dit, parce que je pense que c'est important. Sur ce que disait Sacha, effectivement, la décomposition de l'hégémonie bourgeoise, ça produit pas ni un vide hégémonique, parce qu'elle trouve d'autres moyens, d'autres canaux, et Hugo Decrypt, effectivement, c'est un des visages de l'idéologie démocratique bourgeoise Sciences Po typique, quoi, à travers un canal nouveau. Et elle produit aussi une polarisation. Et c'est clair que la bataille idéologique, c'est une bataille contre la bourgeoisie, le discours dominant, mais c'est aussi contre ceux qui aspirent à être les futurs représentants de la bourgeoisie du côté de l'extrême droite, dont on voit à quel point leurs discours sont repris, à quel point les polémiques initiées par la fachosphère sont systématiquement reprises par Darmanin, Dupond-Moretti récemment à la prison de Fresnes. Vous avez dû suivre ça. Nous, quand on a créé RP, justement, c'était en 2015 et c'était dans une phase où, peut-être une phase de déclin, en tout cas du phénomène Soral, mais en tout cas dans une période où le phénomène Soral, égalité et réconciliation, au début des années 2010, avait eu un poids très important, et Dieudonné aussi, très important sur les réseaux sociaux, dans les médias et surtout sur YouTube, mais aussi important dans des secteurs de notre classe. Et c'est clair que la bataille qu'on a menée quand on a construit Révolution Permanente, dans une période où les médias d'extrême gauche étaient beaucoup plus balbutiants, idem pour les influenceurs un peu de gauche, c'était aussi
de voir comment on lutte pied à pied pour des gens qui en réalité essayent de proposer une alternative aux gens qui ne croient plus en la démocratie, aux gens qui parfois n'aiment pas les riches, etc., mais une alternative raciste, une alternative fasciste, etc. Et comment en fait on dialogue avec des secteurs entiers de notre classe qui peuvent entendre ce discours. Enfin, on se rappelle voilà, l'audience qu'avait ce discours à l'époque. Et donc je pense qu'effectivement, c'est une bataille centrale. Il y a une polarisation et il y a aussi effectivement les paniques morales d'extrême droite tiennent le haut du pavé, mais je pense qu'on a pu voir à quel point dans les moments de lutte de classe, je veux dire, quand les luttes remettent au centre la question de l'opposition à ce système, comment les réseaux sociaux, à l'inverse aussi, peuvent être un vecteur de popularisation, de diffusion de la question des violences policières, comme on a pu le voir avec George Floyd aux États-Unis, de la question de de tout ce que peuvent faire les manifestants de magnifique et de génial. Et donc c'est vrai qu'on doit aussi construire les outils pour, dans ces moments-là, être les canaux qui permettent de pousser ces contenus et d'être un point d'appui pour ces mobilisations. Pardon, j'ai perdu ma question. Non, c'est la bonne. Donc, justement, Paul, tu as ouvert sur la question des luttes. Moi, je soulignais dans l'introduction que le fait que l'arrière-plan de la situation, c'était la lutte des classes. Et justement, j'aimerais maintenant qu'on parle plus profondément de votre lien à ces luttes. Par exemple, XY Media, sur votre site internet, vous indiquez vouloir faire de votre média un outil de lutte pour la libération de la communauté trans, mais vous cherchez aussi à tisser des liens avec d'autres secteurs. Par exemple, vous avez déjà affiché votre soutien à la lutte contre les violences policières. Plus récemment, vous avez participé à la Pride des banlieues. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Comment est-ce que vous articulez et vous envisagez justement votre rapport aux luttes? Est-ce que être un média militant, ça change le rapport entre le média, l'objet, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je pense que ça pose des soucis de clarification quand on se dit un média militant. Je pense qu'on a eu des discussions assez importantes avec des gens qui ont rejoint le média, des personnes trans qui étaient en mode on devrait faire les mêmes choses que fait Libération et Mediapart, mais pour les trans, donc par les trans. Donc une chose beaucoup plus neutre qui n'assume pas des positions politiques et tout. Mais je pense qu'on a une majorité dans les médias à penser que c'est une perte de temps et on n'a pas le temps de suggérer des choses d'une façon implicite, des choses comme ça, et du coup on assume notre point de vue. Mais c'est vrai que c'était une position aussi ambiguë un peu parce que par exemple on a participé à la Pride radicale plutôt qu'à la Pride de banlieue et on est membre organisation de la Pride radicale. On a aidé à la solution audiovisuelle, donc au clip de propagande militante de la Pride radicale. Et pareil, on fait ça pour l'association des collectifs. Et c'est un peu ambigu parce que c'est comme si on jouait un rôle d'un collectif militant propre, alors qu'on essaye quand même de militer dans notre organisation et en fait venir aux médias pour seulement faire un travail d'un média associatif, en sachant aussi que le collectif il est hétérogène politiquement, il regroupe des gens qui ont en commun le transféminisme, mais qui peuvent avoir des positions politiques divergentes. Donc on l'approche de plus en plus comme un média associatif, mais pas comme un militant, pas comme un collectif militant en propre, parce que ça voudrait dire réduire en fait la taille du collectif pour trouver une homogénéité politique. Mais ouais, on essaie quand même de produire du contenu politique qui pose comme nécessité de s'allier avec d'autres luttes, en sachant aussi que évidemment genre, les personnes trans appartiennent à différents groupes sociaux. Il y a des personnes trans qui sont concernées par le sujet de l'immigration, par les questions de racisme,
hommes qui sont concernés par les violences policières. Par exemple, pour les hommes trans qui transitionnent, pour les hommes trans racisés, ils sont tout autant ciblés par la police que des hommes cis. Et on essaie d'aborder toutes les questions qui touchent les personnes trans, mais même si ce n'est pas directement le cas, comme ça peut être des sujets plus globaux, on les aborde quand même, parce que en fait, là, le moment politique, il est très, très grave. Et en fait, dans nos contenus, on le constate qu'on fait de plus en plus des articles et des contenus sur l'extrême droite qui préparait l'attentat contre une Pride aux États-Unis, l'extrême droite armée qui a, comment dire, a fait un assaut physique dans telle manifestation et tout. Et en fait, on ne veut pas être juste un canal de chronique de la montée de l'extrême droite. On voudrait participer à un mouvement social qui peut la contrer, et on voudrait pousser des personnes trans et LGBT, les personnes avec les convictions féministes, etc., à s'engager dans une lutte ferme et féroce, et ne pas attendre que l'État va les protéger de l'extrême droite, que même genre après ça diverge au sein du collectif, même que ça ne suffit pas juste d'élire des réformistes pour qu'ils nous épargnent l'extrême droite et tout. Donc l'idée c'est quand même exister politiquement et être en dialogue avec d'autres mouvements, et je pense que ça nous a permis, genre la création du média, ça nous a permis d'aller à la rencontre des mouvements comme Révolution Permanente, du Comité pour Adama, d'autres collectifs comme Case Rebelle, et du coup on existe politiquement, quoi. On existe dans la sphère de la gauche, et on voudrait participer politiquement pour assurer l'émancipation, pas seulement des personnes trans, mais en fait de toutes les personnes opprimées de la société. Eugénie, tu peux rebondir? Oui, nous aussi, enfin nous non plus, on n'est pas un collectif militant à proprement parler, c'est-à-dire on n'est pas, voilà, il n'y a pas d'organisation politique liée au journal. On a tous nos parcours des parcours différents. Certains ont milité, d'autres non. Et du coup, nous, le rapport qu'on a aux luttes, c'est vraiment de la documentation, la visibilisation, se faire porte-voix en fait des luttes, et en fait, en se faisant porte-voix des luttes, redéfinir par rapport justement aux médias dominants qui ont une idée très précise et limitée de ce qui doit être mis en valeur, redéfinir ce qui est digne d'intérêt. En fait, je pense que aussi ça complète un peu le début, la réponse sur la bataille idéologique au début, c'est qu'en fait les médias ont cette capacité en fait à définir et à dire qu'est-ce qu'on doit regarder dans la société, à vraiment créer un cadre, une focalisation sur quelque chose, et nous, ce qui nous intéresse, c'est du coup de redéfinir ce qui est digne d'intérêt et de redéfinir comment on en parle. C'est-à-dire que là où je pense les médias classiques vont documenter une lutte par le prisme ça fait chier parce que c'est la grève et qu'on ne peut pas aller en vacances, là où les médias vont dire que les manifestants sont violents ou sont tous vont utiliser encore des termes oppressifs pour parler des manifestants, pour parler des personnes en lutte, des personnes en grève. Là, nous, je pense qu'on a vraiment un rôle de changer de point de vue, de montrer en fait ce qui est le fond de leur discours, de visibiliser ce discours-là, de lui donner en fait une légitimité. C'est aussi, je pense, enfin le discours est légitime en lui-même, ça c'est absolument sûr. C'est qu'en fait, il faut lui donner une légitimité, en fait plutôt une existence dans l'espace public. Qui n'existe pas forcément, ou en tout cas qui est complètement galvaudé. Donc voilà, je pense qu'on peut définir en tout cas notre média n'étant pas adossé à un collectif de lutte, on a envie quand même de visibiliser les luttes, de redéfinir ce qui est pour nous digne d'intérêt, et ce qui est pour les autres aussi digne d'intérêt, ce qui est digne d'exister dans l'espace public. Non pas qu'on ait la légitimité plus que d'autres, c'est qu'en fait on a juste cette capacité d'expression qui est qu'on a de l'audience,
même si c'était pas beaucoup. Je pense que ça crée une responsabilité énorme en fait voilà, être responsable de ce qu'on... Mon idée est claire dans ma tête, mais alors là, j'arrive pas à la dire. Je pense que on décule un peu. C'est qu'en fait, le fait d'avoir de l'audience, parce qu'on a accumulé en 10 ans d'existence quasiment voilà, un public, et donc ça crée une forte responsabilité. C'est pour ça que je suis très... on est très en colère en fait contre aussi toutes ces personnalités qui utilisent leur audience pour véhiculer des idées des idées d'extrême droite ou des idées complètement débiles. Donc en tout cas pour résumer, on assume du coup notre point de vue sur les luttes, le fait qu'on veut leur donner de la visibilité, et qui en fait cette visibilité sert ensuite, on l'espère, à l'action, au fait que les gens rejoignent les luttes et en sont des acteurs voilà, à 100%. Juste pour ajouter un petit truc, parce que je pense que je n'ai pas répondu complètement à la question. En fait, aussi, une des choses majeures qu'on essaie de poser, c'est que la libération des personnes opprimées et des personnes trans notamment, elle ne sera pas possible sous le système économique qui est le capitalisme. Et on pense que sous le système économique actuel, seulement la libération de quelques-uns est possible, qui vont faire l'ascension sociale, qui vont échapper à la précarité, à l'exploitation. Et nous, on voudrait émanciper tout le monde et assurer une vraie égalité de toutes les personnes. Et on pense que ce sera possible seulement après la fin du capitalisme et l'avènement d'un système socialiste. Et donc, voilà, c'était juste par rapport à la lutte de classe. Évidemment, comme on y arrive, c'est pas par des luttes isolées, la lutte LGBT isolée du reste, c'est par un mouvement révolutionnaire qui renverse le pouvoir et qui transforme la société d'une façon vraiment profonde. Voilà, c'était juste pour ajouter parce que je pense que je ne l'ai pas mentionné. Moi, je veux bien rebondir sur la question et sur la discussion. Parce que du coup, effectivement, nous une des choses très centrales dans RP, c'est effectivement la visibilisation des luttes, c'est d'être sur les piquets de grève, dans les manifestations, de donner la parole aux grévistes, de faire connaître des luttes qui sont peu connues, de participer à donner de la visibilité à ces luttes et de les mettre au cœur de notre média. Mais effectivement, nous, on est aussi une organisation et on conçoit, au-delà d'être une organisation, aussi le média et la bataille idéologique comme quelque chose qui implique de chercher à transformer ces luttes, à dialoguer avec elles, même à débattre, comme un outil aussi de bataille politique dans les luttes pour discuter de comment leur permettre de gagner, un peu dans le sens de ce que disait Sacha. Et ça passe par toute une série de batailles politiques qu'on a cherché à mener avec Révolution Permanente. Par exemple, dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est un exemple intéressant où RP, fort de son statut en fait, de média très plébiscité par les Gilets jaunes autour du fait qu'on dénonçait énormément les violences policières et la répression dans un moment où en fait, je ne sais pas si on se rend compte, mais il y a vraiment eu un tournant avec les Gilets jaunes, mais avant on ne parlait pas de violences policières et les questions de répression étaient beaucoup moins traitées. Je dis dans les médias, hein, évidemment le mouvement antiraciste c'est toujours organisé sur ces questions-là, mais c'était des questions qui n'avaient pas accès à la sphère médiatique large. Et du coup, on s'est servi de cette légitimité qu'on avait vis-à-vis du mouvement, d'être un média ami du mouvement, on va dire, pour dialoguer sur tout un tas de sujets. Sur la question du racisme dans le mouvement, au tout début, quand il y avait eu un certain nombre d'éléments qui allaient en ce sens, sur la bataille contre l'extrême droite, l'idée que l'extrême droite n'est pas l'ami des Gilets jaunes, que Marine Le Pen n'est pas l'ami des Gilets jaunes, mais aussi des batailles pour proposer aussi des perspectives au mouvement sur la question de la structuration démocratique, dialoguer avec les éléments d'auto-organisation qui pouvaient exister et dans le sens de les soutenir. Dans le cadre des grèves, vous imaginez bien que tout ce qu'on discute sur les politiques qu'on mène dans les grèves, c'est quelque chose qu'on fait aussi beaucoup via le média.
Nous, on est un média qui explose dans les luttes. Enfin, voilà, on fait des records systématiquement de visites. Et si on regarde l'historique de nos visites, il y a des pics comme ça à chaque grand mouvement social. Et dans chaque lutte, on essaye à la fois d'être un média du mouvement. Par exemple, dans la grève des retraites, comment tu es en fait sur tous les piquets. Et en fait, les grévistes qui veulent savoir ce qui se passe en Ile-de-France sur les différents piquets bus RATP, il faut aller regarder sur Révolution Permanente. Et comment tu utilises cette position pour dire maintenant que vous êtes là, on a envie de dire que c'est central de s'auto-organiser. D'ailleurs, il y a une coordination qui a été mise en place et on raconte ce qui s'y dit et on invite les gens à y participer. Donc, appuyer ce travail médiatique et en faire un outil de bataille politique. Pareil pendant le Covid, où on a essayé de donner beaucoup de visibilité aux luttes qui visaient à la fermeture des usines du fait des conditions sanitaires insupportables et du fait que c'était des productions non essentielles, où on a à la fois mené une campagne, mais aussi cherché à donner la parole aux grévistes, à ceux qui se mettaient en lutte. Et puis ça va jusqu'à, par exemple, dans le mouvement contre la loi sécurité globale, où un de nos gros axes sur RP, on a organisé des émissions avec des gens qui étaient à la tête du mouvement, etc. Et une des questions centrales qu'on essayait de porter, c'était la nécessité de lier la lutte contre la loi sécurité globale à la lutte contre la loi séparatisme, dans un moment où les gens qui dirigeaient la lutte contre la loi sécurité globale cherchaient, et ils l'assumaient, absolument à séparer les deux questions, parce qu'il n'y avait pas d'accord de tout le monde sur la question de la loi séparatisme, des trucs... voilà, des logiques un peu corpo aussi qui pouvaient exister du côté des directions des syndicats de journalistes contre lesquels on a mené la bataille. Donc cette question, je pense qu'elle est centrale dans notre conception du média, parce que du coup, oui, ça change le rapport à ton objet, qui n'est pas juste un objet que tu as vocation à visibiliser, décrire avec un point de vue plus ou moins affirmé, mais aussi un objet vivant, évolutif, voilà, qui est tendu vers une évolution, et que nous, on a vocation à dialoguer et à proposer des perspectives qui permettent de faire que ces luttes, elles aillent au bout, elles se dotent des outils qui permettent de les renforcer, et que notre média soit non seulement un outil pour notre organisation, mais aussi un outil pour notre classe et un outil pour tous ceux qui mènent ces luttes. Est-ce qu'une de vous veut rebondir sur ce que vient de dire Paul? Sinon, c'est la question d'après. Bon, du coup, vous avez déjà pas mal empiété du coup, sur la question d'après. Moi, je voulais continuer justement vers la question de la lutte des classes, au niveau de la lutte des classes et des perspectives qu'il pose. Puisque, par exemple, Eugénie, sur Frustration Magazine, vous indiquez sur votre site vouloir documenter la dénonciation du capitalisme, du patriarcat et du néocolonialisme, et participer à l'élaboration d'une société sans classe, où ce sont ceux qui vivent et qui travaillent qui décident à la place de ceux qui possèdent et qui exploitent. Et justement, je pense que le renouveau de la lutte des classes dont on vient de parler a actualisé la perspective de la révolution, à l'image des Gilets jaunes qui se sont réappropriés l'image révolutionnaire, qui scandaient révolution dans la rue pendant les manifestations et qui ont fait vaciller le trône de Jupiter. À l'international aussi, on a pu observer différents phénomènes de la lutte des classes, comme au Myanmar, aux États-Unis ou plus récemment au Sri Lanka, qui ont pareil fait vaciller les différents régimes. Et ce que tous ces épisodes de lutte des classes ont montré, c'est la nécessité de s'organiser et d'avoir des perspectives. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a organisé cette université d'été, comme vous avez pu le remarquer. Donc voilà, ma question c'était comment est-ce que vous envisagez le rôle des médias face à ce constat-là, et notamment par rapport à tout ce que je disais dans Frustration Magazine, etc. Ou si quelqu'un d'autre veut rebondir. C'est une basse question. Vas-y. Donc, par rapport aux différentes luttes, et notamment la lutte de classe qui s'intensifie dans les différents pays, encore une fois, juste pour resituer que on a un média qui est centré autour des oppressions, qui a été fondé comme ça, mais après, évidemment, la question de lutte de classe, elle revient forcément parce que
Du coup, c'est un métier transféministe et les personnes trans sont à la fois en bas de l'échelle dans le marché du travail principalement et aussi même à l'extérieur du marché du travail parce que les personnes trans sont discriminées à l'emploi ou sont par exemple sans papier et ne peuvent pas avoir un travail légal et se retrouvent dans les zones grises. Donc pour nous, l'enjeu, c'était par exemple aussi parler de différentes initiatives autour du monde, comme en Amérique du Sud, les différentes initiatives pour instaurer même comment dire, même des quotas dans les services publics pour les personnes trans, pour qu'elles rentrent en fait, pour qu'elles aient un travail légal. C'était de couvrir les luttes des travailleuses du sexe parce que du coup c'est une question majeure pour les personnes trans qui sont discriminées à l'emploi. Mais c'est aussi parler des personnes trans qui travaillent, comme je disais, en bas vraiment comme des travailleurs en bas du monde du travail, donc des personnes trans qui s'organisent aujourd'hui dans Amazon, dans Starbucks. C'est aussi parler par exemple, on a des articles qui sont sortis sur ça, de la solidarité en fait entre la classe ouvrière et les personnes trans, des instances où, par exemple, pour défendre le droit d'une personne trans à l'autodétermination, des personnes faisaient grève pour elle, pour qu'on ne la vire pas à cause de son identité de genre. Donc, évidemment, ces questions sont entremêlées et on ne peut pas parler des oppressions sans parler de la lutte de classe et à l'inverse. Donc voilà, donc évidemment que plus ces luttes vont s'intensifier, plus on va devoir en parler, même si notre première focalisation c'est l'oppression à laquelle font face les personnes trans, et en même temps comme je dis, cette oppression elle est de base purement matérielle aussi, c'est-à-dire que quand vous êtes discriminé à l'emploi et quand vous vous retrouvez à vous prostituer, à gagner la vie à travers ça, c'est un niveau de précarisation très important et c'est impossible de ne pas parler des forces économiques qui déterminent cette oppression. C'est impossible de ne pas parler du capitalisme, des forces réactionnaires qui existent dans la société. C'est impossible de ne pas parler du fait qu'aujourd'hui on a l'accès aux choses fondamentales qui assurent la survie d'une personne comme le logement ou la santé. C'est de plus en plus privatisé, c'est de plus en plus conditionné à des revenus et donc on laisse tout simplement mourir de faim et du manque de soins et du mal logement des personnes non seulement opprimées mais toutes les personnes en fait qui sont prolétaires. Ça veut dire quoi prolétaire? C'est celles qui ne possèdent rien, c'est celles qui ne possèdent rien et qui n'ont que la force de travail pour gagner leur vie. Donc ça concerne évidemment toutes les personnes opprimées et dans tous les cas on est obligé de parler des questions de classe parce que ça touche les plus marginalisés, les plus précarisés parmi nous. Moi, juste plus pour rebondir sur le début de ta question, moi la première fois que j'ai vu Sacha déjà c'était dans une vidéo qui s'appelait l'argument trans pour le socialisme. Donc cette question de la révolution et en fait de travailler à une autre société, et je trouve que la phrase là que tu as citée de frustration, la façon dont Frustration décrit cette autre société, elle est limpide et elle est assez frappante. Et effectivement, je pense que peut-être, on l'a dit et mentionné plusieurs fois dans cette UDT, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de luttes, on a parlé des luttes juste avant, il y a beaucoup de luttes qu'on soutient, qu'on visibilise, qu'on a envie de contribuer à renforcer et à faire gagner. Et puis il y a la question de la révolution, et il n'y a pas d'automaticité entre les deux malheureusement. C'est-à-dire que nous on considère que la révolution ça implique un processus qui va encore au-delà de l'accumulation des luttes, et de ce point de vue-là effectivement pour nous un des outils centraux pour permettre aux luttes de se transformer en support d'une révolution qui renverse ce système jusqu'au bout, c'est de se doter d'un projet politique qui pense l'articulation entre les luttes actuelles pour des questions
immédiate ou plus ou moins immédiate, et la perspective révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous, Révolution Permanente, c'est aussi l'outil d'une organisation politique qui s'assume comme telle, qui défend une certaine perspective de recomposition de l'extrême gauche et qui voudrait reconstruire un parti révolutionnaire qui va pouvoir permettre à ces luttes et à toutes celles et ceux qui les mènent non seulement de lutter, mais aussi de passer à la contre-offensive et de renverser ce système. Et ça, c'est une question centrale de notre point de vue. Et c'est pour ça que Révolution Permanente, c'est aussi oui, le média de la campagne d'Anas Kazib où on essaye de porter cette question, mais c'est aussi le média oui, qui bataille avec Jean-Luc Mélenchon, parce que, par exemple, nous, on pense, non seulement quand Jean-Luc Mélenchon dit une horreur sur les Tchétchènes, bon, ça c'est une chose, mais c'est aussi important que des médias d'extrême gauche réagissent, etc. Mais aussi quand Mélenchon dit des choses qui apparaissent comme plus progressistes, plus sympathiques, mais qui en même temps dessinent une impasse de notre point de vue pour ce qui est de réellement s'attaquer aux racines de l'exploitation et de l'oppression. Parce qu'effectivement, nous, on ne pense pas que c'est en faisant tourner la République un petit peu autrement et en s'arrangeant avec certains patrons comme Martin Bouygues qui l'intéressent, etc., qu'on va pouvoir faire face à la situation, et que surtout, vu l'urgence, et contrairement à ce que disent beaucoup, on pense que l'urgence, ça nous conforte plutôt dans cette logique révolutionnaire, contrairement à l'idée que, vu l'urgence, il faudrait se contenter de demi-solutions, de la réforme, qui est une logique qu'on ne partage pas du tout. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a une distinction, en tout cas relative, entre médias de lutte et médias politiques, et nous, on est les deux. Mais on pense que cette bataille politique, et c'est aussi la question de la bataille idéologique, la bataille pour recomposer un projet politique révolutionnaire et pour composer un outil à son service, c'est une question décisive. Et on pense aussi le média à cette aune-là. Et puis on n'a pas inventé ça, parce que, je veux dire, là encore, on se réfère à une longue tradition marxiste révolutionnaire qui fait du journal un outil pour la construction d'une organisation révolutionnaire, en même temps qu'un outil pour tous les opprimés, tous les exploités. Et de ce point de vue-là, la force de RP, c'est aussi de chercher à se mettre au service de tout un tas de gens qui luttent, mais d'utiliser aussi ce lien concret dans les luttes pour discuter avec ces gens de la nécessité de s'organiser, de construire le parti qu'on appelle de nos voeux, et en tout cas dans la perspective de la révolution et pas juste de la résistance, dans la perspective de la victoire et pas juste de la bataille. Ça me paraît être une question centrale pour arriver à cette fameuse société que Sacha comme Frustration Magazine et Eugénie décrivent très bien. Alors, oui, nous, du coup, la grande différence que je note par rapport à Révolution Permanente, c'est que vous êtes vraiment un média de lutte qui est vraiment adossé à la lutte, quoi, et qui en est à la fois le porte-voix et aussi le dialogant, quoi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, nous, je pense que ce qui fait une des spécificités aussi, c'est on va peut-être toucher plus un public non militant. Donc en fait, notre rapport à la révolution, il est un peu plus... peut-être un peu plus... c'est des étapes après un peu plus éloignées, c'est-à-dire que en fait, déjà, le public qu'on va toucher est souvent peu politisé, je sais pas, mais en tout cas qui ne font pas partie de collectifs, donc on va plutôt toucher sur des trucs qui vont toucher une sensibilité peut-être plus individuelle sur des sujets qu'on va aborder, des sujets un peu lourds qu'on va aborder de façon un peu légère. Ce qui fait aussi le ton du journal, c'est que on va être un peu, on va adopter peut-être un ton un peu décalé, donc qui est pas un ton forcément propice au sérieux de ce que c'est une révolution, mais qui en fait va permettre de toucher petit à petit des gens qui vont en fait se reconnaître dans ces discours-là et qui vont être amenés peut-être par ce biais-là à une politisation et à une lutte des classes, à vraiment
être acteur de la lutte des classes. Du coup, voilà, tout ça pour dire que pour arriver à cette étape-là qui est la lutte des classes, une révolution sociale, on passe déjà par il faut passer par l'accessibilité du discours en fait, et c'est ça aussi qu'on revendique beaucoup, c'est d'utiliser un langage qui soit pas universitaire ou théorique. On va être très attentif à ce que tout le monde puisse lire, tout le monde puisse voilà ce que tu disais aussi Sacha sur le fait de pouvoir avoir accès via la vidéo. Voilà, nous on va essayer de faire pareil sur les articles, d'être un peu décomplexé, de dire en fait voilà, tout le monde peut avoir une opinion politique, on n'a pas besoin d'avoir fait Sciences Po Bac+19 pour avoir une opinion sur Marx ou sur la société. Et ça, je pense que ça contribue un peu de manière indirecte à politiser en fait les gens, à rendre aussi, à montrer à tout le monde qu'en fait le politique n'appartient pas qu'à certains groupes ou certaines classes. Et ça c'est important. C'est pour ça aussi que je pense qu'on est un peu dans l'univers des médias d'extrême gauche, on est un peu, je pense, plus, comment dire, on va être moins théorique, on va moins inviter plein d'universitaires à parler, ce qui est très bien aussi, mais je pense qu'on s'en détache un peu aussi pour toucher le plus de monde possible et justement arriver, toujours dans ce but d'arriver à une politisation, une lutte des gens qui nous lisent. Et du coup, on va utiliser le ressort de la colère, par exemple, quand on parle de l'écologie, on va pointer ce qui nous met en colère et du coup ce qui génère de la frustration, donc d'où le nom, ce qui génère de la frustration dans la société, qui va être un sentiment très individuel, qui va être un sentiment aussi qui confine un peu à l'inaction en fait. Ce sentiment-là, on essaye d'en faire quelque chose de propulsif, quelque chose de drôle aussi, et d'en faire une colère qui soit saine et qui soit motrice d'action politique. Et dans cette perspective-là qu'on écrit dans la ligne éditoriale, qui est une société sans classe, où c'est nous qui décidons en fait de ce qu'on fait de notre vie. Voilà, donc passer par l'humour, la colère, des affects assez forts pour politiser et ensuite agir. C'est pour ça, je voulais juste noter cette différence-là qui me semblait importante. Ouais, juste pour ajouter aussi sur les différences, je pense qu'il y a une différence entre un média qui est constitué autour d'un projet politique et qui précède le média et qui est élaboré, qui est mûr, qui a eu le temps un peu de maturer, et le fait comme par exemple, c'est le cas chez Excelec Media, on a décidé de juste lancer un média trans militant, mais on n'a pas eu une grosse élaboration, un gros travail politique préliminaire où on a passé 6 mois à discuter et ensuite on a lancé le truc. C'était une initiative beaucoup plus ouverte et qui, du coup, forcément, vu qu'elle est sur la base de l'oppression, de l'identité, même si on a du coup l'horizon commun du transféminisme, on a c'est un peu hétérogène politiquement, et donc ça veut dire que aussi, même s'il y a des gens comme par exemple Isidore, qui est aussi à la fois journaliste Excelec Media, mais aussi militant à Révolution Permanente, qui peuvent avoir une perspective plus révolutionnaire. Il y a aussi des gens qui sont plus dans la voie réformiste, qui sont dans la logique du moindre mal, du réformisme, etc., mais qui sont transféministes. Et donc le principe, ce n'est pas faire une tente ouverte à toutes les personnes trans. Par exemple, on n'a jamais donné la parole, ou on n'a pas de personnes trans libérales ou réactionnaires dans les médias. Donc c'est pas juste un truc aveugle de la parole des concernés et toute la parole des concernés est bonne, mais par contre c'est quand même plus ouvert qu'une organisation politique très, très mature, qui a des bases politiques très communes et profondes. Le projet est un peu différent, donc on peut avoir des contenus qui varient dans les perspectives qu'il propose, mais en tout cas ça reste sur des bases militantes, ça reste sur les bases des luttes contre les oppressions, contre le capitalisme, et contre aussi des discours dominants qu'on peut entendre à la fois sur les personnes trans, mais aussi sur les manières de lutter. Donc voilà. Oui, je veux bien réagir à ce que disait
Eugénie et Sacha. Et notamment, je trouvais intéressant ce que disait Eugénie sur le ton et la réflexion éditoriale sur le média. Parce qu'effectivement, c'est une question décisive. Et nous, on pense que tout en étant révolutionnaire, le journal d'une organisation, c'est aussi un média. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin aussi d'avoir une réflexion médiatique sur ce qu'on produit, pour qui, comment on le diffuse, à travers quel réseau, comment on le rend accessible dans le sens de ce que disait Sacha. Et je pense que c'est une question déterminante. Et je pense que c'est une question déterminante aussi pour que ces médias-là, ils percent et ils réussissent à conquérir une influence décisive. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est effectivement une réflexion très intéressante. Nous aussi, c'est un truc qu'on a. Hein. Je veux dire, on a un public assez populaire, assez ouvrier. Et après, on se rend compte beaucoup en se développant sur différentes plateformes qu'en fait, sur différents réseaux sociaux, tu as différents profils sociologiques et différents secteurs de ton public. Et après, la question, c'est comment tu dialogues avec ces différents secteurs. Et dans le sens de ce que disait Sacha, la question pour un média révolutionnaire comme le nôtre, c'est de réussir cet équilibre difficile mais central entre la capacité à être l'outil, l'échafaudage d'une organisation révolutionnaire, l'outil qui porte la parole de cette organisation révolutionnaire. Notre point de vue sur l'actualité, c'est aussi le point de vue de notre organisation sur l'actualité et notre analyse de ce que fait Macron, ce que fait Darmanin ou de ce qu'il faut faire dans telle ou telle grève. Mais aussi de porter la parole de notre classe et de lui permettre non seulement de s'exprimer, lui permettre tout simplement de s'exprimer dans le média. Et ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui pourrait apparaître contradictoire ou en tension. Comment tu fais à la fois pour défendre ton programme et donner la parole à d'autres, mais en fait, en réalité, ça s'articule très bien dans la réalité. Et ça, c'est une tâche centrale. C'est de donner la parole à des correspondants ouvriers, à des gens qui racontent ce qu'ils vivent en tant que travailleurs, à ce qu'ils vivent dans les grèves. À aussi montrer, c'est intéressant ce que tu disais, mais que effectivement la politique, ce n'est pas juste, ça n'appartient pas à une classe. Et nous, un des trucs centraux dans les luttes, c'est de dire quand on lutte, quand on mène une grève, on fait de la politique. On n'est pas juste en train de se défendre ou de résister, on est en train de faire de la politique, juste un autre type de politique. Et le rôle du média, c'est aussi d'agir comme un révélateur du caractère politique de ces luttes, et tout en donnant la parole à tous ceux qui les mènent. Et je pense qu'effectivement, c'est une question centrale, et c'est une question très différente, je pense aussi, des médias d'extrême droite et des médias réactionnaires et des médias bourgeois en général. Et c'est Lénine, d'ailleurs, qui écrit dans ses réflexions sur le journal, en disant que le journal révolutionnaire, il doit renverser le rapport traditionnel. On écrit et vous lisez. Et être dans une interaction constante entre ceux qui écrivent, ceux qui lisent, qui doivent aspirer aussi à écrire, ceux qui écrivent, qui doivent aspirer à lire ce que ceux qui lisaient écrivent. Donc cette gymnastique qui est une question centrale et qui a fait qu'un journal comme la Pravda a publié des dizaines et des dizaines de notes de correspondants ouvriers dans toute la Russie qui racontaient ce qu'ils vivaient dans leur usine, ce qu'ils menaient dans leur lutte, et qui, en ce sens-là, était aussi un outil très important pour ces travailleurs, pour commencer à avancer dans leur réflexion, dans leur lutte. Voilà, donc ça me paraît être une question importante. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est aussi une bataille qui est internationale, la révolution, mais aussi la lutte contre l'offensive idéologique réactionnaire, la bourgeoisie, c'est une tâche qui est internationale. Et nous, de ce point de vue, on est aussi un média qui a été lancé par une internationale et qui existe dans 15 pays, en 7 langues différentes, et qui essaye de mener un petit peu dans chacun de ces pays, que ce soit le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne. Les camarades en parlaient récemment de comment leur média avait été le média de la grève des dockers du port de Hambourg. En Espagne, au moment des luttes en Catalogne, par exemple. Donc voilà, c'est aussi un combat international, comme l'est le combat pour la révolution, et comme l'est le combat médiatique, parce qu'on voit aussi à quel point tout ce dont on parle, cette offensive idéologique, réactionnaire,
etc. C'est quelque chose d'international dont les États-Unis sont peut-être l'avant-poste, mais on voit à quel point, en Espagne aussi, hein, il y a des médias d'extrême droite ou des journalistes d'extrême droite dans des médias bourgeois qui sont un véritable facteur politique de plus en plus agissant dans la situation.